Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Le 4e chapitre de ce cours de cinétique porte sur les catalyseurs. Nous verrons rapidement aussi l'activation photochimique. Le 4e chapitre de ce cours de cinétique. Voici le plan du cours. Après une introduction, pour vous montrer l'intérêt des catalyseurs, ce cours sera divisé en 2 sections. La première porte sur la catalyse et la seconde sur l'activation photochimique. La section 1 décrira ce qu'est un catalyseur, l'action catalytique, caractéristiques et mécanismes, et enfin les différents types de catalyse, homogène, hétérogène et enzymatique. La section 2 décrira rapidement le principe de l'activation photochimique. Voici le plan du cours. Nous avons vu dans les précédents chapitres que la vitesse d'une réaction dépendait de la concentration en réactif et également de la température. Nous avons vu dans les précédents chapitres que la vitesse d'une réaction dépendait de la concentration en réactif et également de la température. Nous avons vu dans les précédents chapitres que la vitesse d'une réaction dépendait de la concentration en réactif et également de la température. Nous avons vu dans les précédents chapitres que la vitesse d'une réaction dépendait de la concentration en réactif et également de la température. Nous avons vu dans les précédents chapitres que la vitesse d'une réaction dépendait de la concentration en réactif et également de la température. Nous avons vu dans les précédents chapitres que la vitesse d'une réaction dépendait de la concentration en réactif et également de la température. Nous avons vu dans les précédents chapitres que la vitesse d'une réaction dépendait de la concentration en réactif et également de la température. Nous avons vu dans les précédents chapitres que la vitesse d'une réaction dépendait de la concentration en réactif et également de la température. Nous avons vu dans les précédents chapitres que la vitesse d'une réaction dépendait de la concentration en réactif et également de la température. Nous avons vu dans les précédents chapitres que la vitesse d'une réaction dépendait de la concentration en réactif et également de la température. Nous avons vu dans les précédents chapitres que la vitesse d'une réaction dépendait de la concentration en réactif et également de la température. Nous avons vu dans les précédents chapitres que la vitesse d'une réaction dépendait de la concentration en réactif et également... Un catalyseur est une espèce qui accélère une réaction et que l'on retrouve non transformée chimiquement en fin de réaction. Un catalyseur ne figure pas dans l'équation de la réaction qu'il catalyse. L'action d'un catalyseur sur une réaction s'appelle une catalyse de cette réaction. Voici un exemple très représentatif. Le dihydrogène H2 et le dioxygène O2 peuvent en principe réagir pour former de l'eau. Mais un mélange de ces 2 gaz à la température ambiante n'est apparemment le siège d'aucune réaction. Il suffit cependant d'y introduire un petit fragment de platine, préparé d'une certaine façon, pour déclencher une violente réaction. Il y a eu un effet de catalyse, et le platine a donc joué le rôle de catalyseur. Un catalyseur est une espèce qui accélère une... Nous venons de voir la définition d'un catalyseur. Voyons maintenant les caractéristiques de l'action catalytique. Par définition, le catalyseur n'est pas consommé dans la réaction à laquelle il participe, et on le retrouve intégralement lorsqu'elle est terminée. Il peut être recyclé, même en cours de réaction, la même molécule de catalyseur servant plusieurs fois. Il n'y a donc pas de rapport stoichiométrique entre les catalyseurs et les réactifs. Il en résulte en particulier qu'un catalyseur peut parfois agir même s'il est en très faible quantité par rapport au réactif. Dans certains cas, il est actif même à des concentrations de l'ordre de 10-8 mol par litre. Un catalyseur ne modifie pas les conditions thermodynamiques d'une réaction, c'est-à-dire sa possibilité de se réaliser spontanément ou la nature de l'état final, mais seulement ses conditions cinétiques. En particulier, si la réaction est inversible et incomplète, conduisant à un équilibre chimique, la présence d'un catalyseur ne modifie pas la composition finale du système en équilibre. Elle permet seulement d'atteindre plus rapidement cet état d'équilibre. Exemple, la catalyse par H+ de l'estérification ne change rien au fait que les 2/3 seulement d'un alcool s'estérifient. Un catalyseur est sélectif. Quand plusieurs réactions spontanées peuvent se dérouler à partir des mêmes réactifs, il est possible, grâce à un catalyseur convenablement choisi, d'accélérer sélectivement l'une des réactions. Ainsi, en utilisant différents catalyseurs, à partir des mêmes réactifs de départ, on pourra orienter la réaction vers différents produits finaux. Pour bien distinguer le catalyseur des réactifs, on l'indique généralement au-dessus de la flèche de l'équation, comme dans cet exemple. La réaction de décomposition du peroxyde d'hydrogène, aussi appelé eau oxygénée, 2H2O2 donne 2H2O plus O2, est catalysée par les ions Fe2+.
Nous venons de voir la définition d'un catalyseur. La vitesse d'une réaction dépend de la fréquence des collisions efficaces entre les réactifs. Celle-ci est elle-même déterminée par plusieurs facteurs, dont l'énergie d'activation et la proportion de molécules possédant une énergie cinétique suffisante. Il y a donc a priori deux façons d'accélérer une réaction. Augmenter l'énergie cinétique des molécules en élevant la température et abaisser l'énergie d'activation. C'est de cette façon qu'intervient un catalyseur. Il agit en abaissant l'énergie d'activation de la réaction. Par exemple, si la réaction est constituée de plusieurs réactions élémentaires successives avec une étape lente, le catalyseur peut rendre possible un autre trajet permettant d'éviter l'étape lente, cinétiquement déterminante de la réaction non catalysée. Dans le cas simple d'une réaction élémentaire, donc en une seule étape, voyons sur cette figure comment se traduit l'effet du catalyseur. La courbe A correspond au profil énergétique de la réaction non catalysée, c'est-à-dire l'énergie potentielle en fonction de la coordonnée de réaction. La vitesse d'une réaction dépend de la fréquence des collisions efficaces entre les réactifs. Celle-ci est elle-même déterminée par plusieurs facteurs, dont l'énergie d'activation et la proportion de molécules possédant une énergie cinétique suffisante. Il y a donc a priori deux façons d'accélérer une réaction. Augmenter l'énergie cinétique des molécules en élevant la température et abaisser l'énergie d'activation. C'est de cette façon qu'intervient un catalyseur. Il agit en abaissant l'énergie d'activation de la réaction. Par exemple, si la réaction est constituée de plusieurs réactions élémentaires successives avec une étape lente, le catalyseur peut rendre possible un autre trajet permettant d'éviter l'étape lente, cinétiquement déterminante de la réaction non catalysée. Dans le cas simple d'une réaction élémentaire, donc en une seule étape, voyons sur cette figure comment se traduit l'effet du catalyseur. La courbe A correspond au profil énergétique de la réaction non catalysée, c'est-à-dire l'énergie potentielle en fonction de la coordonnée de réaction. La vitesse d'une réaction dépend de la fréquence des collisions efficaces entre les réactifs. Celle-ci est elle-même déterminée par plusieurs facteurs, dont l'énergie d'activation et la proportion de molécules possédant une énergie cinétique suffisante. Il y a donc a priori deux façons d'accélérer une réaction. Augmenter l'énergie cinétique des molécules en élevant la température et abaisser l'énergie d'activation. C'est de cette façon qu'intervient un catalyseur. Il agit en abaissant l'énergie d'activation de la réaction. Par exemple, si la réaction est constituée de plusieurs réactions élémentaires successives avec une étape lente, le catalyseur peut rendre possible un autre trajet permettant d'éviter l'étape lente, cinétiquement déterminante de la réaction non catalysée. Dans le cas simple d'une réaction élémentaire, donc en une seule étape, voyons sur cette figure comment se traduit l'effet du catalyseur. La courbe A correspond au profil énergétique de la réaction. Nous venons de voir que l'effet d'un catalyseur était l'abaissement de l'énergie d'activation globale de la réaction. Voyons maintenant l'effet sur la constante de vitesse et ce qui en découle. Un catalyseur accélère la réaction, donc la constante de vitesse augmente. Revenons à la relation traduisant l'évolution de la constante de vitesse de la réaction avec la température, c'est-à-dire la loi d'Arrhenius, que nous avons vue au chapitre 1. ln de K est égal à ln de A moins EA sur RT. Vous vous souvenez donc que si on trace ln de K en fonction de 1 sur T, on obtient une droite, à la condition bien sûr que l'énergie d'activation soit considérée comme constante dans le domaine des températures considérées, ce qui sera toujours le cas dans les exercices que vous aurez à résoudre. Sur cette figure, on a donc tracé les variations de ln de K en fonction de 1 sur T, pour une même réaction, dans deux cas, en absence et en présence de catalyseur. Les deux droites correspondent donc à la réaction non catalysée, en noir, et à la réaction catalysée, en bleu. On voit que la droite bleue a une pente plus faible que la noire. En effet, la pente de ces deux droites vaut moins EA sur R. Et nous venons de voir que l'énergie d'activation est plus faible dans le cas de la réaction catalysée, donc ici, dans le cas de la courbe bleue. Supposons qu'on fixe un domaine d'étude de la réaction, c'est-à-dire que l'on souhaite que la constante de vitesse soit comprise entre deux valeurs limites, K1 et K2. Ce qui se traduit sur le graphique par les deux valeurs limites, ln de K1 et ln de K2. On constate que pour la courbe bleue, les valeurs de 1 sur T correspondantes sont plus élevées que pour la courbe noire. Si les valeurs de 1 sur T sont plus grandes, cela correspond à des températures plus faibles. La température à laquelle on peut travailler est donc plus faible dans le cas d'une réaction catalysée que dans le cas d'une réaction non catalysée. Un catalyseur permet donc de pouvoir réaliser une réaction à une même vitesse, mais en chauffant beaucoup moins. Inversement, on peut montrer sur cette figure qu'en travaillant à la même température, la réaction catalysée aura une constante de vitesse plus grande que la réaction non catalysée. La réaction catalysée conduira donc plus rapidement au produit. Pour analyser de façon plus précise le rôle d'un catalyseur,
Il faut faire une distinction entre 3 types de catalyse: homogène, hétérogène et enzymatique. Lorsque le catalyseur appartient à la même phase que les réactifs, la catalyse est dite homogène. Lorsque le catalyseur appartient à une phase différente de celle des réactifs, la catalyse est dite hétérogène. Lorsque le catalyseur est une enzyme, la catalyse est dite enzymatique. C'est le cas de la plupart des réactions qui se produisent dans le milieu vivant. Les enzymes pourraient aussi être classées comme des catalyseurs homogènes, puisqu'elles sont dans la même phase que les réactifs. Cependant, nous préférons traiter la catalyse enzymatique à part, car il s'agit vraiment d'un type de catalyseur à part entière. Nous allons détailler ces 3 types de catalyse dans la suite du cours. Pour analyser de façon plus précise le rôle d'un catalyseur, un catalyseur homogène est donc un catalyseur se trouvant dans la même phase que le mélange réactionnel. Ce catalyseur peut être par exemple un gaz dans un mélange de gaz ou un solide dissous dans un mélange liquide. Un catalyseur homogène est donc un catalyseur se trouvant dans la même phase que le mélange réactionnel. Ce catalyseur peut être par exemple un gaz dans un mélange de gaz ou un solide dissous dans un mélange liquide. Un catalyseur homogène est donc un catalyseur se trouvant dans la même phase que le mélange réactionnel. Ce catalyseur peut être par exemple un gaz dans un mélange de gaz ou un solide dissous dans un mélange liquide. Un catalyseur homogène est donc un catalyseur se trouvant dans la même phase que le mélange réactionnel. Ce catalyseur peut être par exemple un gaz dans un mélange de gaz ou un solide dissous dans un mélange liquide. Un catalyseur homogène est donc un catalyseur se trouvant dans la même phase que le mélange réactionnel. Ce catalyseur peut être par exemple un gaz dans un mélange de gaz ou un solide dissous dans un mélange liquide. Un catalyseur homogène est donc un catalyseur se trouvant dans la même phase que le mélange réactionnel. Ce catalyseur peut être par exemple un gaz dans un mélange de gaz ou un solide dissous dans un mélange liquide. Un catalyseur homogène est donc un catalyseur se trouvant dans la même phase que le mélange réactionnel. Ce catalyseur peut être par exemple un gaz dans un mélange de gaz ou un solide dissous dans un mélange liquide. Un catalyseur homogène est donc un catalyseur se trouvant dans la même phase que le mélange réactionnel. Ce catalyseur peut être par exemple un gaz dans un mélange de gaz ou un solide dissous dans un mélange liquide. Un catalyseur homogène est donc un catalyseur se trouvant dans la même phase que le mélange. Voici maintenant un exemple pour illustrer le mode d'action d'un catalyseur homogène. Nous allons examiner la cinétique de la décomposition du peroxyde d'hydrogène en milieu acide, catalysé par les ions bromure Br-. Cet exemple n'est évidemment pas à connaître par cœur. Il vous permettra de voir comment la concentration d'un catalyseur homogène peut intervenir dans la loi de vitesse. La réaction est la suivante: 2H2O2 qui donne 2H2O plus O2. Sans la présence du catalyseur, la réaction se fait lentement en une seule étape. En présence des ions Br- qui ont un effet catalytique sur cette réaction, la décomposition de H2O2 en milieu acide se décompose en 3 étapes élémentaires successives. On pense que la réaction se déroule en passant par un prééquilibre 1. H3O+, plus H2O2, qui donne H3O2+, plus H2O. Puis H3O2+, plus Br- donne HOBr plus H2O. La dernière étape est rapide et redonne Br-, le catalyseur, intervenant comme réactif à l'étape précédente. HOBr plus H2O2 donne H3O+, plus O2 plus Br-. Expérimentalement, il a été montré que la vitesse de la réaction dépendait du pH et de la concentration en ion Br-. Essayons de comprendre pourquoi. L'étape 1 étant un équilibre, on peut donc écrire sa constante d'équilibre K1 qui sera égale à concentration de H3O2+, divisé par la concentration de H2O2 fois la concentration de H3O+. Nous cherchons ici à exprimer la loi de vitesse de la réaction. Pour cela, il nous faut trouver la réaction cinétiquement déterminante, car c'est elle qui impose la vitesse de la réaction. Voici maintenant un exemple pour illustrer le mode d'action d'un catalyseur homogène. Nous allons examiner la cinétique de la décomposition du peroxyde d'hydrogène en milieu acide, catalysé par les ions bromure Br-. Cet exemple n'est évidemment pas à connaître par cœur. Il vous permettra de voir comment la concentration d'un catalyseur homogène peut intervenir dans la loi de vitesse. La réaction est la suivante: 2H2O2 qui donne 2H2O plus O2. Sans la présence du catalyseur, la réaction se fait lentement en une seule étape. En présence des ions Br- qui ont un effet catalytique sur cette réaction, la décomposition de H2O2 en milieu acide se décompose en 3 étapes élémentaires successives. On pense que la réaction se déroule en passant par un prééquilibre 1. H3O+, plus H2O2, qui donne H3O2+, plus H2O.
Puis H3O2+, plus Br- donne HOBr plus H2O. La dernière étape est rapide et redonne Br-, le catalyseur, intervenant comme réactif à l'étape précédente. HOBr plus H2O2 donne H3O+, plus O2 plus Br-. Expérimentalement, il a été montré que la vitesse de la réaction dépendait du pH et de la concentration en ion Br-. Essayons de comprendre pourquoi. L'étape 1 étant un équilibre, on peut donc écrire sa constante d'équilibre K1 qui sera égale à concentration de H3O2+, divisé par la concentration de H2O2 fois la concentration de H3O+. Nous cherchons ici à exprimer la loi de vitesse de la réaction. Pour cela, il nous faut trouver la réaction cinétiquement déterminante, car c'est elle qui impose la vitesse de la réaction. Voici maintenant un exemple pour illustrer le mode d'action d'un catalyseur homogène. Nous allons examiner la cinétique de la décomposition du peroxyde d'hydrogène en milieu acide, catalysé par les ions bromure Br-. Cet exemple n'est évidemment pas à connaître par cœur. Il vous permettra de voir comment la concentration d'un catalyseur homogène peut intervenir dans la loi de vitesse. La réaction est la suivante. 2H2O2 qui donne 2H2O plus O2. Sans la présence du catalyseur, la réaction se fait lentement en une seule étape. Passons maintenant à la catalyse hétérogène. Un catalyseur hétérogène est donc un catalyseur n'appartenant pas à la même phase que le mélange réactionnel. Le cas le plus courant est celui d'un catalyseur solide dans un système liquide ou gazeux. L'expérience montre clairement que l'effet catalytique est très directement lié à l'importance de la surface de contact entre les réactifs et le catalyseur. Le solide offre une surface sur laquelle se fixent les réactifs. Ces associations facilitent la rencontre des réactifs et provoquent une augmentation de la vitesse de réaction. Ce qu'on peut voir sur cette photo est une mousse utilisée au niveau des pots catalytiques des automobiles. C'est un catalyseur hétérogène qui permet d'optimiser la réaction de combustion du mélange air-essence et réduit considérablement le dégagement de gaz nocifs dans l'atmosphère. La structure en mousse permet d'obtenir une grande surface de contact entre les réactifs et le catalyseur. Pour illustrer l'importance de la mise en forme du catalyseur solide, prenons l'exemple de l'hydrogénation de l'éthylène, CH2 double liaison CH2, pour donner l'éthane CH3CH3. Cette réaction n'est pas catalysée par un morceau de nickel. Mais la même masse de nickel, sous forme d'une poudre fine, a une activité catalytique. Les réactifs et le catalyseur ne peuvent se rencontrer qu'à la surface du solide. Et celle-ci augmente chaque fois qu'on le fragmente davantage, ici en utilisant une poudre fine. Les étapes d'une réaction catalysée par un solide sont décrites sur cette figure. 2 molécules de réactifs s'adsorbent sur la surface du catalyseur. La réaction a lieu entre 2 molécules adsorbées au voisinage l'une de l'autre à la surface, pour donner une sorte de complexe activé, auquel le catalyseur participe également. L'état particulier dans lequel se trouvent ces molécules a pour effet de diminuer l'énergie d'activation de la réaction, qui est donc rendue plus rapide. Lorsque la réaction a lieu, les molécules nouvellement formées, c'est-à-dire les produits de la réaction, quittent la surface du catalyseur et sont remplacées par d'autres molécules de réactifs. En catalyse hétérogène, la vitesse de la réaction dépend donc de la surface du catalyseur, et la réaction est d'autant plus rapide que la surface du catalyseur est plus grande. La préparation d'un catalyseur solide, très actif, suppose donc la possibilité de l'obtenir sous une forme présentant une grande surface. Poudre, fil métallique, dépôts pulvérulents sur un support, etc. La surface active est encore plus grande si les grains sont poreux, car les cavités internes permettent de décupler la surface offerte. On arrive ainsi à obtenir des surfaces utiles pouvant atteindre une centaine de mètres carrés par gramme de catalyseur. L'activité catalytique d'un solide pour une réaction donnée dépend évidemment de sa nature chimique, mais aussi de sa structure cristalline, car celle-ci détermine les distances entre les sites actifs de sa surface, sur lesquels peuvent se fixer les réactifs. Passons maintenant à la catalyse hétérogène. Voyons maintenant la catalyse enzymatique, dans laquelle l'effet catalytique est assuré par une enzyme. Les enzymes sont des catalyseurs biologiques homogènes. Ces composés très répandus sont des protéines ou des acides nucléiques particuliers qui contiennent un site actif où se fixe le substrat, le réactif, et où s'opère la transformation en produit. L'action des enzymes est caractérisée par une remarquable efficacité. La vitesse de certaines réactions peut être multipliée par un facteur atteignant 10 puissance 10. Comme pour tout catalyseur, le site actif retrouve son état initial après libération des produits.
La structure du site actif est spécifique vis-à-vis de la réaction qu'il catalyse. Les sites actifs des catalases, par exemple, présentent des ions des métaux du groupe D appropriés pour fixer le substrat et pour faciliter les réactions de transfert d'électrons qui conduisent à la décomposition de H2O2. Les réactions catalysées par les enzymes sont sujettes à être inhibées par des molécules qui interfèrent dans la formation du produit. Beaucoup de composés thérapeutiques agissent de cette façon. Ainsi, une méthode importante de traitement du syndrome d'immunodéficience acquise, le SIDA, consiste à administrer régulièrement un inhibiteur de protéase spécialement adapté. Voyons maintenant la catalyse enzymatique. Nous n'allons pas entrer ici dans le détail du mécanisme de la catalyse enzymatique, appelée catalyse de Michaelis-Menten, puisque celui-ci est déjà traité dans le cours de biochimie. Suivant ce mécanisme, il se forme dans une première étape, qui est un équilibre, un complexe enzyme-substrat, noté ES, entre l'enzyme E et le substrat S. Puis le substrat est libéré, soit inchangé, soit sous forme de produit P. Les constantes de vitesse sont notées K1 et K-1 pour la première étape et K2 pour la deuxième étape. La vitesse de formation du produit, par ce mécanisme, s'écrit alors V égale K2 fois concentration de ES. La vitesse écrite sous cette forme est peu intéressante, car on ne peut pas facilement avoir accès à la concentration en complexe ES. Nous allons donc chercher à exprimer cette concentration à partir des concentrations initiales en enzymes et en substrat, et des trois constantes de vitesse K1, K-1 et K2. Un moyen assez facile d'exprimer la concentration ES en fonction des autres paramètres est d'appliquer l'approximation de l'état quasi-stationnaire, AEQS. Nous n'allons pas entrer ici dans le détail du mécanisme de la catalyse enzymatique, appelée catalyse de Michaelis-Menten, puisque celui-ci est déjà traité dans le cours de biochimie. Suivant ce mécanisme, il se forme dans une première étape, qui est un équilibre, un complexe enzyme-substrat, noté ES, entre l'enzyme E et le substrat S. Puis le substrat est libéré, soit inchangé, soit sous forme de produit P. Les constantes de vitesse sont notées K1 et K-1 pour la première étape et K2 pour la deuxième étape. La vitesse de formation du produit, par ce mécanisme, s'écrit alors V égale K2 fois concentration de ES. La vitesse écrite sous cette forme est peu intéressante, car on ne peut pas facilement avoir accès à la concentration en complexe ES. Nous allons donc chercher à exprimer cette concentration à partir des concentrations initiales en enzymes et en substrat, et des trois constantes de vitesse K1, K-1 et K2. Un moyen assez facile d'exprimer la concentration ES en fonction des autres paramètres est d'appliquer l'approximation de l'état quasi-stationnaire, AEQS. Nous n'allons pas entrer ici dans le détail du mécanisme de la catalyse enzymatique, appelée catalyse de Michaelis-Menten, puisque celui-ci est déjà traité dans le cours de biochimie. Suivant ce mécanisme, il se forme dans une première étape, qui est un équilibre, un complexe enzyme-substrat, noté ES, entre l'enzyme E et le substrat S. Puis le substrat est libéré, soit inchangé, soit sous forme de produit P. Les constantes de vitesse sont notées K1 et K-1 pour la première étape et K2 pour la deuxième étape. La vitesse de formation du produit, par ce mécanisme, s'écrit alors V égale K2 fois concentration de ES. La vitesse écrite sous cette forme est peu intéressante, car on ne peut pas facilement avoir accès à la concentration en complexe ES. Nous allons donc chercher à exprimer cette concentration à partir des concentrations initiales en enzymes et en substrat, et des trois constantes de vitesse K1, K-1 et K2. Un moyen assez facile d'exprimer la concentration ES en fonction des autres paramètres est d'appliquer l'approximation de l'état quasi-stationnaire, AEQS. Nous n'allons pas entrer ici dans le détail du mécanisme de la catalyse enzymatique, appelée catalyse de Michaelis-Menten, puisque celui-ci est déjà traité dans le cours de biochimie. Suivant ce mécanisme, il se forme dans une première étape, qui est un équilibre, un complexe enzyme-substrat, noté ES, entre l'enzyme E et le substrat S. Puis le substrat est libéré, soit inchangé, soit sous forme de produit P. Les constantes de vitesse sont notées K1 et K-1 pour la première étape et K2 pour la deuxième étape. La vitesse de formation du produit, par ce mécanisme, s'écrit alors V égale K2 fois concentration de ES. La vitesse écrite sous cette forme est peu intéressante, car on ne peut pas facilement avoir accès à la concentration en complexe ES. Nous allons donc chercher à exprimer cette concentration à partir des concentrations initiales en enzymes et en substrat, et des trois constantes de vitesse K1, K-1 et K2. Un moyen assez facile d'exprimer la concentration. Voici une illustration de la catalyse enzymatique. On étudie la transformation d'un substrat S en produit P, catalysé par une enzyme E.
Le mécanisme proposé est le suivant. C'est le modèle de Michaelis-Menten. E plus S en équilibre avec ES, puis ES donne P plus E avec une constante de vitesse K2. Pour une concentration globale en enzyme E0 est égale à 3,8 10-3 mol par litre, les vitesses initiales V0 de disparition du réactif S ont été mesurées à 15 degrés dans le solvant acétone pour différentes concentrations S0. Ces concentrations sont reportées dans le tableau suivant. Question 1. Montrer que la loi de vitesse peut se mettre sous la forme V0 est égal à K4 fois E0 S0 divisé par S0 plus Km. Nous avons établi à la diapositive précédente l'équation de Michaelis-Menten pour la vitesse de la réaction enzymatique. Cela nous donne ceci pour la vitesse initiale. V0 est égal à K2 fois E0 divisé par 1 plus K-1 plus K2 divisé par K1 multiplié par 1 sur S0. En multipliant le numérateur et le dénominateur de cette fraction par la concentration en S0, on obtient V0 est égal à K2 fois concentration de E initiale fois S0 divisé par S0 plus K-1 plus K2 divisé par K1. Cette équation est bien de la forme demandée. V0 est égal à K4 E0 S0 divisé par S0 plus Km, avec K4 égale K2 et Km est égal à K-1 plus K2 divisé par K1. Voici une illustration de la catalyse enzymatique. Question 2. Montrez que ce résultat est en accord avec les données expérimentales fournies. Calculez K4 et Km à partir d'une représentation graphique. D'après la relation établie à la question 1, V0 est égal à K4 fois E0 fois S0 divisé par S0 plus Km. On peut écrire 1 sur V0 est égal à S0 plus Km divisé par K4 E0 S0, ce qui est aussi égal à 1 divisé par K4 E0 plus Km divisé par K4 E0 S0. On trace donc 1 sur V0 en fonction de 1 sur S0, qui sont les données qui sont fournies par le tableau. On obtient la courbe suivante. Attention, ici, les valeurs du tableau sont en millimoles par litre et en millimoles par litre par minute. Pour tracer cette courbe, les valeurs ont été exprimées en mol par litre et en mol par litre par minute. En faisant une régression linéaire, on obtient une droite d'équation 1 sur V0 est égal à 180,1 plus 31,32 fois 1 sur S0. D'après cette équation, on a 1 sur K4 E0 est égal à 180,1. On peut donc en déduire K4 car on sait que E0 vaut 3,8 10-3 mol par litre. K4 est égal à 1 sur 3,8 10-3 fois 180,1, ce qui est égal à 1,46 minutes moins 1. De même pour Km. Km divisé par K4 E0 est égal à 31,32. D'où, comme on sait que 1 sur K4 E0 vaut 180,1, Km est égal à 31,32 divisé par 180,1, ce qui vaut 0,1739 mol par litre. Dans ce type de calcul, faites bien attention aux unités. Une remarque générale. Dans les exercices où nous avons utilisé une représentation graphique, il est toujours possible de résoudre l'exercice sans passer par un graphique. En effet, au concours, il ne vous sera bien sûr pas demandé de tracer un graphique. Ici, par exemple, on peut calculer la pente entre deux points éloignés, les points 1 et 2 par exemple. On trouve ensuite l'ordonnée à l'origine avec la pente et les coordonnées x, y d'un point particulier. Question 2. Montrez que ce résultat est en... Un grand nombre de réactions sont déclenchées ou accélérées par l'action de la lumière. On les appelle les réactions photochimiques. Par exemple, il ne se produit pas de réaction dans un mélange de dihydrogène et de dichlore maintenu à l'abri de la lumière. Mais s'il est éclairé, même brièvement, la réaction s'y déclenche instantanément avec une allure explosive pour donner de l'acide chlorhydrique HCl. La lumière déclenche la réaction en apportant de l'énergie par l'intermédiaire de ses photons. Les électrons des molécules, comme ceux des atomes, peuvent subir des transitions entre leur niveau fondamental et un de leurs niveaux excités, à la suite de l'absorption d'un photon. L'énergie d'un photon dépend de la fréquence du rayonnement, ou de sa longueur d'onde. Dans le domaine spectral du visible ou de l'ultraviolet, elle est de l'ordre de grandeur des énergies d'activation des réactions, et même des énergies de liaison. L'absorption d'un photon par une molécule peut donc fournir l'énergie d'activation d'une réaction. À l'occasion d'une collision de cette molécule avec une autre, même excitée,
l'état de transition pourra être atteint. Il se réalise ainsi une activation photochimique qui accélère les réactions. Un grand nombre de réactions sont déclenchées. Les molécules excitées photochimiquement peuvent aussi subir une coupure en deux fragments. C'est ce que l'on appelle une dissociation photochimique ou photolyse. Cette rupture s'effectue selon le mode homolytique et les deux fragments formés sont des radicaux libres, porteurs d'un électron célibataire. Par exemple, Cl2 qui va donner 2Cl point, ou CH3COCH3 qui donnera CH3CO point plus CH3 point. Les radicaux libres sont très réactifs et peuvent jouer le rôle d'intermédiaire dans de nombreuses réactions. Parmi les réactions photochimiques, deux méritent un intérêt particulier. Celle qui assure le mécanisme de la vision au niveau de la rétine de l'œil, et celle par laquelle les végétaux fabriquent leurs propres constituants à partir de CO2 et de H2O atmosphérique. C'est la photosynthèse. Cette dernière nécessite l'énergie du rayonnement solaire, captée par la chlorophylle. Les molécules excitées photochimiquement. Voyons pour finir ce qu'il faut retenir de ce chapitre concernant la catalyse et l'activation photochimique. Dans la section 1, il est important de connaître la définition d'un catalyseur et ses caractéristiques. Il faut également savoir les différents types de catalyse et comprendre le modèle de Michaelis-Menten. Dans la section 2, il faut connaître le principe de l'activation photochimique. Voyons pour finir ce qu'il faut retenir de ce chapitre concernant la catalyse et l'activation photochimique. Dans la section 1, il est important de connaître la définition